invitée avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Delphine Di Pizziottigé est avec nous, DG d'Indosuez Gestion. Bonsoir Delphine. Bonsoir Grégoire. Bonsoir à Benoît de Broissia qui est à nos côtés également. Bonsoir ce soir, Grégoire. Gérant chez Montségur Finance. Et Didier Borowski, responsable Global Views d'Amundi Institute, avec nous en plateau également ce soir. Bonsoir Didier. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Je commence avec vous et un commentaire macro un peu général. Peut-être Didier, c'est un peu l'histoire double face, la macro double face. On a beaucoup de raisons de s'inquiéter, les chocs s'accumulent, l'inflation met le revenu des salariés, des consommateurs sous pression. Bien sûr, les enquêtes de sentiment de ce point de vue-là sont déjà très dégradées. Dans le même temps, on regarde un certain nombre d'enquêtes, d'activités, les PMI, ISM, qui restent à des niveaux quand même très décents. On voit une dynamique sur le marché du travail. Alors, c'est un peu retardé, mais des intentions d'embauche qui sont toujours là sur le marché du travail américain, des postes ouverts, des postes vacants qui sont toujours très très importants, largement supérieurs à l'offre de travail aujourd'hui. On voit des intentions d'investissement du côté des entreprises qui tiennent bon. Les CAPEX sont encore là aujourd'hui. Donc, personne n'est tellement à l'aise avec l'histoire macro parce que justement, il y a ces deux lectures que l'on peut faire. On navigue, ce qui est clair, c'est qu'on navigue en eau trouble. Je crois qu'il faut remettre les choses en perspective. On a connu quand même deux grands chocs d'offres. Le premier, c'est évidemment le choc Covid, qui a été un choc d'offres et aussi d'une certaine façon un choc de demande. Et puis, beaucoup d'économies s'étaient à peine remises de ce choc du Covid. Un deuxième choc est venu, qui est le choc lié aux matières premières suite à l'invasion de l'Ukraine. Bon, tout cela est connu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est très rare dans l'histoire qu'on ait deux chocs de cette nature. Avant de connaître le choc sur les prix des matières premières liés à l'invasion de l'Ukraine, on était dans une reprise de la demande qui était assez forte, mais qui était liée aussi à des politiques de soutien, politiques budgétaires aux États-Unis, quoi qu'il en coûte dans beaucoup de pays de la zone euro, qui avaient préservé les revenus des ménages, l'épargne avait augmenté. Donc il faut faire très attention parce qu'on a à la fois les bons chiffres qui sont liés aux politiques du soutien et puis au rebond de la demande qui avait avant le choc Ukraine, en sortie de crise Covid. Et puis maintenant, il faut réfléchir, quand on réfléchit à l'horizon des 12 prochains mois, évidemment à l'impact dans le temps du choc de prix sur le prix des matières premières qu'on connaît, qui commence à se diffuser lentement mais sûrement à l'ensemble des biens et services, et qui va éroder le pouvoir d'achat des ménages, les marges des entreprises, et ça, c'est pas encore visible sur la conjoncture économique. De sorte qu'en effet, on a le sentiment qu'on a une bonne résistance pour l'heure de l'économie, mais quand on essaye de se projeter, on comprend bien que le sens de l'histoire, c'est de voir une détérioration des perspectives économiques. Alors, il n'y a pas de récession mondiale, il y a une forme de stagnation ou récession larvée en zone euro, tout dépendra par pays, des pays que l'on regarde. Enfin, en tout cas, c'est une forme de stagnation économique. La demande interne est quand même extrêmement faible. Quand on regarde la zone euro agrégée, quand on regarde la consommation des ménages ou l'investissement, on n'était pas revenu au niveau d'avant-crise en volume. On n'est pas dans le cas américain. Non. Donc on est dans une situation où on n'avait pas connu de rebond et on a un choc d'offres qui est assez violent. Et puis des inconnus majeurs qui sont entre guillemets exogènes. Le facteur géopolitique qui évidemment joue un rôle central, qui génère une forme de prime de risque d'ailleurs sur le prix de l'énergie, notamment sur le prix du pétrole. Des incertitudes aussi sur la fonction de réaction des banques centrales. On le voit au jour le jour, des banques centrales qui surprennent comme la Banque centrale d'Australie, la Banque centrale européenne qui va probablement pas surprendre, mais qui va sans doute continuer de dire son intention de remonter les taux d'intérêt en territoire positif, et tout ça évidemment dans une phase où on a des vents contraires. Alors on parle beaucoup de stagflation. Stagflation, c'est quoi? C'est des pressions baissières simultanées sur la demande globale et haussières sur l'inflation, y compris l'inflation sous-jacente. Et certains pensaient que c'était temporaire, et on est dans du temporaire qui va durer probablement encore un certain temps. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis les années 70. Donc évidemment, tous les réflexes de regarder les cycles qu'on a connus depuis le milieu des années 80, dans la grande mondialisation, dans ce qu'on a appelé aussi la grande modération, parce qu'on avait moins d'inflation, des taux d'intérêt réels qui baissaient, etc., tous les réflexes sont remis en cause. Et il faut regarder l'histoire longue, il faut s'intéresser aux périodes où on a connu de l'inflation et puis des politiques monétaires qui ont mis du temps à casser l'inflation. C'est la thématique évidemment qui est mise en avant par la Banque mondiale, mais pas seulement. C'est est-ce que les banques centrales ne sont pas menacées dans leur crédibilité si elles n'arrivent pas à ancrer des anticipations d'inflation? Et là, il reste encore un point d'interrogation. Personne ne sait exactement à quelle vitesse l'inflation des prix des matières premières va vraiment se diffuser à l'ensemble des composants de biens et services, et en particulier du côté des salaires en Europe, puisqu'il y a déjà des revendications salariales
Montréal, dans le secteur manufacturier en Allemagne, etc. Donc il y a encore beaucoup d'éléments d'incertitude. On navigue en eau trouble, mais ce qui est clair, c'est que le panorama, c'est des pressions stagflationnistes qui peuvent persister encore assez longtemps, mettent en grande difficulté les banques centrales et qui rend la tâche très compliquée aussi pour les gouvernements pour trouver la bonne façon de mener une politique de stabilisation, de maintien du revenu des plus vulnérables. Sur le front de l'activité économique, est-ce que les choses, partant de là où on est aujourd'hui, je rappelle, plus 0,6% de croissance en zone euro. Oui, je sais, le chiffre est un peu on enlève l'Irlande et on a 0,3. Donc c'est pas. Est-ce que ça peut se dégrader? À quelle vitesse est-ce que ça peut se dégrader? Est-ce que les 2,9, 3% de croissance là prévus par les institutions internationales, est-ce que c'est un chiffre qui rassemble un consensus aujourd'hui? Bon. Est-ce qu'il faut regarder? Alors, il faut faire très attention à la croissance mondiale, parce que tout le monde parle de la croissance mondiale, notamment avec la diffusion des perspectives de la Banque mondiale, mais qui résonne avec des pondérations à taux de change courant. C'est un peu technique, mais ça donne des croissances mondiales qui sont plus faibles que celles qu'on a en tête quand c'est calculé par l'OCDE ou le FMI. Mais donc ça, c'est un biais statistique, peu importe. Mais fondamentalement, sur la croissance, qu'il faut avoir en tête, c'est pas les moyennes annuelles de cette année, parce qu'elles sont peu significatives, elles sont tirées par ce qu'on a connu en fin d'année dernière et au début de cette année. C'est l'acquis de croissance de début d'année qui est embarqué pour je crois que ça n'a pas grand sens. Il faut se projeter sur quelle va être la croissance en fin d'année, à la fin de l'année prochaine, compte tenu de ce qu'on voit. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir une croissance proche de zéro en trimestre sur trimestre dans certains pays de la zone euro au cours du deuxième et du troisième trimestre. Donc les perspectives, si on compare au T1, ce sera des croissances beaucoup plus faibles qu'au T1, des marges sans doute beaucoup plus faibles, parce que les profits du T1 ont surpris à la hausse, mais le sens de l'histoire, c'est quand même d'avoir des compressions de marge dans ce type d'environnement. Donc c'est une dégradation quand même très nette des perspectives de croissance. Pas de récession, on n'est pas du tout dans un type de crise type Covid, ça n'a rien à voir, on n'est pas en fermeture de l'économie, etc. Mais on est sur un choc des fondamentaux de la demande domestique, avec moins de soutien de la politique budgétaire, mais enfin la politique budgétaire peut quand même soutenir le revenu des plus vulnérables, un durcissement des conditions monétaires, même si c'est un durcissement lent des conditions monétaires, tout ça c'est compliqué. C'est compliqué. Delphine, du point de vue des marchés, est-ce que la description que fait Didier est intégrée aujourd'hui dans les prix, dans les valorisations? Tranquille comme question, très facile. Il faut bien qu'on discute des vrais sujets de temps en temps. Tout à fait. Alors c'est toujours très compliqué de savoir qu'est-ce qui est vraiment intégré ou pas intégré. Clairement, le marché aujourd'hui n'intègre pas un risque de récession fort. Alors bon, c'est pas non plus le scénario principal. C'est ce que nous dit Didier. C'est pas le scénario. Par contre, la récession dure comme ça. Ce qui est intéressant dans les marchés, c'est qu'ils vont toujours un tout petit peu plus loin que la réalité. Ils testent toujours un peu plus loin pour des raisons techniques, pour des raisons aussi de positionnement, etc. Donc on peut imaginer qu'à un certain moment, ils poussent un tout petit peu le scénario sur un scénario un peu plus noir, même si c'est pas notre scénario principal, pour revenir sur un scénario plus classique. Parce que là, on est complètement en ligne avec Didier, c'est que globalement, la vraie inconnue, c'est l'année prochaine. Est-ce qu'on a les moyens de recréer la croissance en Europe et dans les pays développés l'année prochaine? C'est cette question-là. Alors aujourd'hui, on a un peu d'espoir avec la Chine, et peut-être qu'on en reviendra. Oui, on parlera de la Chine, bien sûr. C'est cet aspect-là qui va mettre en place des plans de relance, enfin qui est en train d'ailleurs de mettre en place des plans de relance. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on prévoit pour l'année prochaine? Et est-ce que réellement, ce qui est anticipé, enfin ce qui est en tout cas prévu et communiqué par les banques centrales et les gouvernements est complètement crédible? Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est que le marché teste en effet ces banques centrales, teste ces gouvernements. On peut aller beaucoup plus bas sur les marchés, tout n'est pas complètement intégré. Et clairement, là, c'est ce que vous évoquiez au début, c'est autant de manière top-down, les prévisions sont quand même plutôt relativement pessimiste, alors que bottom-up, finalement, ça reste quand même plutôt positif. Quand on voit les révisions de bénéfices par action là, qui sont toujours à la hausse en weekly, sur la semaine dernière, on a toujours des hausses de révision d'augmentation de bénéfices par action sur la fin de l'année. D'ailleurs, à noter que les bancaires, qui étaient plutôt... Oui, mais comment on l'explique? Enfin, je veux dire, il n'y a pas une forme d'aveuglement, ou est-ce qu'il n'y a pas
trop de retard d'une certaine manière dans le réajustement de ces prévisions. Je poserai la question aux gérants analystes. L'un et l'autre, souvent la vérité entre les deux. Ouais. Donc forcément, on peut imaginer qu'à un moment donné, il y aura peut-être une inflexion. Après, évidemment, mais quand on regarde sur ces bénéfices par action, il y a un biais sectoriel évident. On sait bien, il y a l'énergie. Malgré tout, en dehors de l'énergie, on voit quand même que les révisions sont quand même plutôt à la hausse. Il y a plus de révisions à la hausse qu'à la baisse sur les autres secteurs. Et donc les warnings dont on va parler, qui font l'actualité, qui font beaucoup de bruit, vous dites c'est pas encore une généralité pour l'ensemble des entreprises, des secteurs, d'avertir sur des résultats moins importants que prévus, ou voire une baisse des résultats à venir. Non, c'est vrai qu'on a été un peu surpris, encore une fois, côté bottom-up, parce qu'on s'est dit quand même que la situation, et depuis maintenant quelques mois, depuis le début de cette guerre en Ukraine, il y a quand même un flou sur les anticipations, en tout cas notamment en Europe, mais qui est plus global, finalement, aujourd'hui. Et finalement, des entreprises qui ont surpris quand même globalement sur les T1. Alors, même si le T1 était très peu impacté sur la partie guerre en Ukraine, c'était vraiment la fin du T1. Et donc, c'est pour ça que les résultats qui vont arriver sur le deuxième trimestre, ça sera intéressant de voir. Mais malgré tout, avec ce qu'on voit dans les publications des entreprises, enfin en tout cas sur la communication des entreprises, globalement, c'est pas négatif parce que on est toujours quand même dans cette réouverture qui est liée au Covid. On a une sorte d'écran de fumée où à court terme, on a l'impression que l'économie va bien parce que je prends juste un exemple. Pour partir en vacances. Et qui n'a pas acheté un billet d'avion et qui ne s'est pas dépêché d'acheter un billet d'avion en sachant que les prix étaient en train de monter, donc on se dépêche d'acheter avant que ça monte. C'est typiquement le réflexe quand il y a de l'inflation, de se dire j'ai un peu de liquidité aujourd'hui, je veux quand même en profiter pour l'été, je vais acheter tout de suite mon billet d'avion, en tout cas je vais faire attention parce que les prix sont en train de monter. Donc ça c'est typiquement le mécanisme qui anime le marché aujourd'hui, mais qui n'est pas pérenne. Qui est c'est one-off. Qui est clairement un court terme. Ce qui sera intéressant, c'est de voir la rentrée. Vraiment, de voir la situation à la rentrée, après cette période un peu de revanche, d'accalmie de l'été, entre guillemets, pour une population qui a été quand même confinée pendant des années et en tout cas privée de certaines choses depuis 2020. Et qui avait accumulé une épargne. Je pense que oui, bien sûr. Exactement. Oui. Mais c'est au cœur de tout, les arbitrages du consommateur. Alors, je trouvais que l'exemple de Target là, était quand même intéressant depuis un mois maintenant. Ça fait déjà 2 warnings en série en 3 semaines pour Target. Qu'est-ce que vous comprenez derrière l'avertissement de Target, Benoît? Est-ce qu'il y a une lecture un peu globale à faire? Moi, je comprends quand même que la question de la gestion des stocks, là, que l'environnement opérationnel, même sans faire le pari d'une récession générale immédiate, le sujet de l'inflation, des tensions sur l'offre qui persistent, des changements de consommation et des évolutions de la consommation aux États-Unis, ça pose quand même des vrais problèmes opérationnels pour des groupes de grande consommation aujourd'hui, là. Oui, manifestement, il y a des vrais sujets d'ordre opérationnel pour des groupes, en particulier, j'ai envie de dire, sur le segment de la consommation dite discrétionnaire, où il peut y avoir des arbitrages de consommation qui peuvent s'opérer, d'autant plus lorsque ces groupes opérant dans le secteur de la consommation discrétionnaire ont bénéficié d'un report de consommation positif lors de la phase Covid, où, étant confinés, on s'est davantage penché sur des biens de consommation puisqu'on ne pouvait pas consommer de services et naturellement ça a dopé l'activité. L'autre phénomène important, c'est que ce sont des groupes dans la consommation discrétionnaire, dans la distribution de matériel électronique ou d'articles de grande consommation, sont des groupes qui généralement ont des marges assez faibles. Donc naturellement, lorsque vous avez un certain nombre de coûts qui augmentent très fortement, vous avez une marge brute qui est plutôt faible. Le premier effet que vous observez, c'est un pincement de votre marge. Et puis enfin, dernier élément, ce sont des activités sur lesquelles les stocks dans l'électronique sont des stocks qui perdent en valeur très rapidement potentiellement parce qu'il y a des nouvelles générations de produits, des nouveaux téléphones, etc. Il faut avoir la dernière génération. Donc vous vous lancez dans des campagnes promotionnelles pour écouler vos stocks plus rapidement lorsque vous vous retrouvez avec un excès de stock. C'est le cas dans l'électronique, c'est le cas dans le textile. Ce sont des industries traditionnellement comme sujettes à des risques sur leurs résultats. Donc c'est difficile de faire une lecture généralisée, mais
c'est sans doute quand même le signal que le consommateur aujourd'hui doit faire peut-être davantage d'arbitrage qu'il n'a dû le faire au cours des trimestres écoulés jusqu'à présent. Sur la partie offre, quand on écoute les entreprises, les industriels notamment, est-ce qu'il y a je sais pas, des tendances prometteuses qui permettent d'imaginer que, alors ça rejoint la question macro du pic inflation, mais sur certains items très spécifiques, des problèmes d'offres qu'on a pu connaître ou qu'on connaît toujours, semi-conducteurs, le coût du transport, du shipping, etc. Est-ce qu'on a des signes de détente qui peuvent être prometteurs aujourd'hui, Benoît ? Alors, oui, on observe des signaux de détente dans certains domaines. Dans le cas des semi-conducteurs, c'est assez notable où on semble retrouver, en tout cas, une disponibilité de semi-conducteurs meilleure et même des niveaux de stock qui semblent augmenter. Donc, ça veut dire que la consommation de semi-conducteurs est peut-être inférieure à la production de semi-conducteurs, ce qui est une situation qu'on n'avait pas vue depuis un long moment, et ce qui permet de résorber des problématiques de production sur certaines chaînes de valeur. On pense à l'automobile où on a eu des messages un peu plus positifs dernièrement sur l'industrie, sur la production automobile. Donc ça, c'est un point positif. Ce qu'on observe aussi sur les taux de fret, c'est qu'on observe une détente des taux de fret sur les grandes liaisons maritimes à travers le monde. Donc c'est peut-être un élément positif, c'est lié au décongestionnement de ports, mais c'est aussi une normalisation d'une situation extrêmement exceptionnelle qui a eu lieu précédemment. Donc ce sont des éléments positifs, ce sont des éléments qui ont contribué au phénomène inflationniste qu'on observe aujourd'hui. Maintenant, on a tous les phénomènes de second tour sur l'inflation qui sont quand même bel et bien là, et qui sont qui vont sans doute perdurer longtemps, comme d'ailleurs certains phénomènes qu'on pouvait considérer comme transitoires ont duré beaucoup plus que ce qu'on l'anticipait initialement. Mais sur la partie semi-conducteur, là, à l'instant T, au moment où on se parle, la production de semi-conducteurs arrive à rattraper peut-être la consommation aujourd'hui. Ce n'est pas le cas de tous les segments. Il faudrait discerner segment par segment. Mais ce qu'on observe sur certains segments de semi-conducteurs, c'est qu'on observe une remontée des stocks. Donc cette remontée des stocks, ça traduit un phénomène, c'est que la production est supérieure à la consommation de semi-conducteurs sur certains segments de semi-conducteurs. Ouais. Est-ce que la Chine va être le chevalier blanc de cette année 2022, Delphine ? Vous avez l'idée qu'à ce stade, alors qu'on attendait beaucoup de la Chine en début d'année, alors qu'on a été beaucoup déçus par la Chine depuis le début de l'année, vous dites à ce stade, c'est peut-être une source d'espoir, en tout cas une source d'espoir qu'il faut pas négliger pour la suite. Pourquoi ? La Chine a été assez contracyclique finalement depuis le Covid, puisqu'elle s'en est bien tirée cette année de Covid, puisqu'elle n'a pas été en récession. Donc l'année suivante, c'est-à-dire l'année 2021, elle a été portée par l'ensemble du rebond extraordinaire des autres économies. Et c'est le moment, le meilleur timing pour passer ces réformes qui sont clairement contracycliques. Donc, et de réformer le marché immobilier qui a eu un impact majeur. Ça a été une crise, c'est une crise sans précédent sur le marché immobilier chinois. C'est le plus gros marché du monde, le marché immobilier chinois quand même. Si on prend les grands marchés, mis bout à bout, c'est le plus gros marché du monde. Et en termes de contribution à la croissance, si la Chine contribue à un quart de la croissance mondiale et que le marché immobilier chinois, c'est aussi 20% ou 25% de la croissance chinoise, c'est sûr que c'est énorme dans la contribution de la croissance globale. Donc, alors que ils ont commencé assez rapidement à travailler sur dégonfler ce marché immobilier, bon, probablement qu'ils voulaient aller beaucoup plus loin, mais aujourd'hui, ils sont plus portés par la croissance mondiale, clairement. Il y a un ralentissement et il y a aussi des échéances importantes à la fin de l'année qui sont très importantes pour le président Xi Jinping. Et il faut absolument faire bonne figure. Alors, est-ce qu'ils arriveront à 5,5 ? Personne n'y croit, 2% de croissance, personne n'y croit. Ils vont tout faire quand même pour avoir une croissance assez importante. Et ils ont les moyens de le faire. Ouais. Ils ont les moyens de le faire. Donc, il suffit juste, c'est facile, ils ont quand même cassé la consommation via l'immobilier, et ça a été un crack sans précédent. Il faut savoir aussi en Chine que l'épargne des Chinois est principalement, je crois, c'est à 80% sur l'immobilier. Donc, il y a une diversification aussi à faire
sur la partie épargne. Et c'est ce qu'ils essayent de faire, d'ailleurs, en faisant la promotion des actions aussi locales, etc. Donc, bon, petit à petit, ça se met en place. Mais là, les actions qui sont en train d'être mises en place, et c'est pas nouveau, hein, ça fait maintenant quelques mois, mais là, ça s'accélère. Bon, probablement, on est quand même sur un bon élan pour, peut-être relancer un peu la croissance chinoise et puis entraîner probablement le reste du monde. Il n'y a qu'à voir l'impact que ça a tout de suite sur les matières premières, sur le pétrole. Dès qu'il y a eu l'annonce que la Chine faisait quelques réformes, tout de suite le pétrole repaye parce qu'on se dit ça y est, et la demande va repartir, etc. Bon, il y a d'autres facteurs, hein, mais c'est un des facteurs les plus importants dernièrement. Et globalement, ça n'arrange pas nos histoires d'inflation, clairement, ça c'est sûr. Mais ça arrange, en tout cas, nos histoires microéconomiques pour les entreprises qui sont très présentes aussi en Chine et qui sont impactées par ce qui se passe en Russie. Et globalement, sur la partie micro, c'est quand même un accélérateur de croissance, même si la plus grosse demande, c'est quand même, ça reste la demande américaine. La demande chinoise, elle pèse de plus en plus. Ah bah oui, et puis surtout pour des gros pays européens, enfin l'industrie allemande, le luxe français, etc. Exactement. Il faut quand même que la demande chinoise soit au rendez-vous. Donc vous dites, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura plus de demandes en provenance de Chine pour des produits ou des industries européennes. La contrepartie, c'est que ça ne fera pas baisser l'inflation des matières premières. Sur les matières premières, ça ne sera pas le cas. D'accord. Sur le fait de un peu dégonfler le stress qu'il y a sur les chaînes d'approvisionnement et tous ces containers qui étaient bloqués dans les ports chinois, bon, là, globalement, ça va quand même c'est en train de se normaliser et probablement que ça va se normaliser. Les prix, quand même, globalement, des matières premières devraient, à un moment donné, se normaliser. Même si la demande chinoise est un tout petit peu plus importante, malgré tout, le reste est quand même sous pression. Donc, globalement, moi, je pense que ça peut être une vraiment très bonne nouvelle sur les prochains mois, voire... et un des moteurs nécessaires, parce que en fait, la vraie question, c'est quels vont être les moteurs pour l'année prochaine de la croissance. Aujourd'hui, on peut pas se dire que sur l'Europe ou les États-Unis, d'avoir une croissance à 2% avec une inflation qui est 3 fois, qui sera fois supérieure à l'année prochaine, 2%, ça sera, c'est suffisant. C'est pas suffisant. La croissance potentielle, elle n'est pas suffisante et on n'y sera même pas, la croissance potentielle. Donc, quels sont les moteurs pour relancer? C'est la vraie question. Il y a la partie, en tout cas, économie chinoise qui peut relancer. Et puis, il y a toute cette partie des plans de relance. Je pense à REPowerEU, par exemple, en Europe, mais d'autres plans qui sont en train de se mettre en place dans différents pays qui vont dans ce sens-là, qui sont dans la transition énergétique. Et clairement, peut-être aussi, là, pour le coup, pour l'Europe, la guerre en Ukraine a été un accélérateur, enfin, même si à ce point, c'est pas le cas, un accélérateur de la transition énergétique. Est-ce qu'on peut imaginer que la Chine soit une locomotive là, pour le reste du monde? Comme le disait Delphine, les prochains trimestres. Il y a des bonnes nouvelles sur le plan macro. Je pense que le fait d'abandonner les mesures sanitaires, c'est un facteur qui va faire redémarrer mécaniquement quand même la consommation des ménages, même s'il ne faut pas s'attendre à un rebond spectaculaire. Contraction d'activité au deuxième trimestre auto-infligée d'une certaine façon, rebond de la croissance dans la deuxième partie de l'année et l'année prochaine, pas un rebond spectaculaire, il faut avoir en tête que la croissance potentielle chinoise aussi elle baisse, parce que c'est un phénomène mondial, y compris en Chine, mais on peut s'attendre en effet à ce que ce soit un moteur en fait, entre guillemets, de croissance locale, donc un facteur de résilience de l'économie mondiale. Quand on regarde les chiffres d'économie mondiale, il faut avoir en tête que États-Unis et Europe, ça va rester faible, ça va ralentir, les États-Unis vont ralentir assez nettement probablement d'ici le milieu de l'année prochaine. La zone euro va être dans une phase de quasi-stagnation, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc le fait qu'on ait certains pays, et dont la Chine, qui puissent connaître une meilleure activité économique dans la deuxième partie de l'année, c'est un facteur plutôt rassurant. Alors ceci dit, c'est vrai qu'il y a le contre-prix, le revers. L'inflation, le revers de la médaille, oui. Détente, c'est vrai, sur les chaînes de valeur. On attend de voir dans quelle mesure ça peut se normaliser. Je pense qu'il ne faut pas non plus rêver d'une normalisation rapide. Ça peut se détendre, mais à partir d'un niveau de stress exceptionnel sur les chaînes de valeur. Maintien sans doute de prix du pétrole à un niveau assez élevé. Ouais. Et ça, plus les prix d'énergie restent à un niveau assez élevé, plus ça augmente la probabilité d'effet de second tour dans les pays, notamment dans les pays avancés. Alors soit via des revendications salariales, soit via un processus de diffusion des prix à l'ensemble des prix des biens et services. Donc c'est quand même pas neutre d'avoir ce type de configuration dans la deuxième partie de l'année. On va rester quand même avec une thématique inflation très importante et dans les pays avancés, malgré le rebond de l'économie chinoise, avec une thématique de ralentissement économique. Ah ouais. Donc la thématique stagflation, si vous voulez, elle est là. Et elle va rester là. Elle va rester sur le devant de la scène. Et c'est d'autant plus important que pour la zone euro, une des vraies problématiques, c'est l'inflation matières premières et l'inflation importée.
Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir de voir l'inflation en zone euro se refroidir rapidement. Qu'est-ce que ça implique pour la Banque centrale qui va s'exprimer demain, Didier ? Non, mais elle va se refroidir. Je pense que la Banque centrale européenne ne va pas changer radicalement son fusil d'épaule. Elle a en tête que l'inflation, lentement mais sûrement, reconvergera vers sa cible. Ceci dit, elle adhère de plus en plus. Enfin, en fin d'année, on sera encore à 8, quoi. Non, mais c'est... Ah bah oui, mais... C'est clair qu'elle va revoir ses perspectives de croissance, d'inflation, etc. Mais tout le monde a en tête l'idée d'un V inversé, c'est-à-dire le pic n'est pas si loin, mais probablement encore dans plusieurs mois du côté de la zone euro. Puis on devrait avoir une décrue du côté de l'inflation. La vraie bonne question, c'est sur quel niveau d'inflation structurelle on va se stabiliser une fois digéré l'impact de ces chocs. Et nous, notre sentiment, c'est que le niveau d'inflation structurelle est en train de grimper. Pour des raisons de mondialisation, de deuxième mondialisation, d'une mondialisation qui n'a rien à voir avec celle qu'on a connue, parce qu'on n'optimise plus uniquement les coûts, pour des raisons de chaîne de valeur qui vont probablement, donc, dans cette configuration, continuer de peser durablement sur les prix. Tout cela, ça va être un élément qui va sans doute maintenir l'inflation à un niveau plus élevé. Et puis, on va voir d'une façon ou d'une autre des réactions des salaires. Donc des effets de second tour, c'est pas une question de quand, ça va se matérialiser, plus ou moins. C'est ça la grande question. On les a vus aux États-Unis, on les verra dans certains pays européens. C'est plus qu'une question de mois ou de trimestres. Donc on va se stabiliser sur des niveaux d'inflation bien au-dessus des niveaux des banques centrales. C'est ça le sujet. Pas les niveaux de 7-8%. Mais donc ça veut dire que l'histoire de la BCE, c'est pas juste sortir des taux négatifs. Mais non, il va falloir se caler sur un niveau d'inflation. Oui, mais c'est le débat quand même. Bien sûr. Et ça, c'est pas un narratif auquel ils vont adhérer très rapidement. Mais ils sont obligés bien de préparer le terrain au fait que ça puisse être le cas. Je veux dire, à force de revoir à la hausse leurs prévisions d'inflation et d'avoir des modèles qui les mènent nulle part, ils sont bien obligés d'acter le fait qu'on a un problème d'ancrage des anticipations d'inflation. Donc il leur faut sortir au plus vite des taux d'intérêt négatifs. Alors ils ont bien communiqué là-dessus. Il y a 2 hausses de taux minimum de 25 points de base, juillet et septembre à venir. Est-ce qu'ils le feront en une fois? Ça, c'est une question qui est ouverte. Mais fondamentalement, les anticipations du côté de la BCE sont déjà bien dans les cours aujourd'hui. Oui, 200 points de base jusqu'à mai 2023. Voilà, donc c'est maintenant, est-ce qu'ils vont... C'est beaucoup. Ça veut dire aussi un risque de fragmentation accrue en zone euro, parce que tous les pays n'ont pas les mêmes cycles. Il y a beaucoup de divergences des taux d'inflation en zone euro. C'est absolument spectaculaire de voir en Europe la divergence des taux d'inflation, parce qu'on n'a pas non plus les mêmes... simple au triple. C'est exactement, mais parce qu'on n'a pas non plus les mêmes politiques budgétaires, de maintien, de bouclier énergétique, etc., en France notamment. Bon, donc on a de la dispersion du côté des taux d'inflation, des conditions financières qui ne sont pas du tout les mêmes d'un pays à l'autre, et dans les pays qui ne s'étaient pas remis de la crise du Covid, comme l'Italie, on voit une augmentation de la fragmentation financière, des taux d'intérêt réels qui s'élèvent, etc. Donc tout ça, ça va poser des questions, bien sûr, à la Banque centrale européenne, qui, soit dit en passant, n'est pas en charge de maintenir un niveau de fragmentation financière inchangé, mais qui va sans doute peser quand même dans la balance pour éviter un durcissement trop rapide des conditions financières. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de bonne politique économique dans ce type de configuration. Il faut chercher le moins mauvais arbitrage. Il n'y a que des mauvaises solutions. La question, c'est quelle est la moins mauvaise solution pour éviter que la situation se dégrade dans les années qui viennent. Et c'est probablement un mix avec des politiques fiscales qui permettent de maintenir le revenu des ménages les plus fragiles, des actions ciblées mais réversibles, en supposant que ce qu'on voit sur les prix, c'est temporaire, pour éviter la matérialisation des effets de second tour. Parce que si les effets de second tour se matérialisent vraiment durement, la Banque centrale sera obligée d'aller beaucoup plus fort en termes de durcissement monétaire. Et là, on risque de rentrer dans une vraie boucle stagflationniste type années 70. Donc, Benoît, j'essaye de faire alors, le lien entre effectivement la macro et la micro, mais comment est-ce que les entreprises arrivent à se projeter stratégiquement, là, au-delà de l'enjeu du prochain trimestre? Il y a des journées investisseurs qui se tiennent cette semaine, avec Pernod Ricard, Kering, qui vont s'exprimer. Encore une fois, pas sur l'horizon du prochain trimestre. Il y aura des commentaires sur le prochain trimestre, mais l'idée, c'est de voir comment ces groupes-là vont évoluer stratégiquement, peut-être dans les prochaines années. On le voyait aussi, j'ai été marqué, par exemple, dans le secteur automobile, de voir le chinois BYD, qui de plus en plus se tourne vers le développement d'activités de mining ou de production, de raffinage de métaux nécessaires à la production de batteries électriques. On a l'impression qu'il y a des modèles économiques dans l'automobile qui sont en train peut-être d'évoluer aussi. ST Micro dans les semi-conducteurs veut être indépendant à 40% pour son approvisionnement en carbure de silicium, et donc il y aura un site en Europe de raffinage pour permettre à ST Micro d'être indépendant sur cette matière première clé pour les semi-conducteurs. On sent bien qu'il y a quand même des stratégies d'entreprise qui évoluent là. Alors, il y a des stratégies d'entreprise qui évoluent. Après, je pense qu'il y a autant de stratégies d'entreprise qu'il y a d'entreprises. Oui. J'ai cité quelques exemples pour donner un peu de couleur. Mais c'est vrai que c'est un vrai phénomène. Et après, ce qui est intéressant,
ce sur quoi il est intéressant de s'interroger, c'est quels sont les comportements des entreprises dans une configuration, somme toute, très incertaine. Alors, les entreprises ont fait la preuve au cours des différentes crises passées de leur agilité. Il y a eu une agilité quand même assez forte de toutes les entreprises qui ont su traverser les crises de façon assez remarquable, je pense, rétrospectivement. Il y a certes eu des aides d'État avec les PGE ou les équivalents qui ont pu aider un certain nombre d'entreprises, mais de manière générale, il y a quand même eu une très forte agilité du segment des entreprises. Maintenant, la vraie question, c'est quand vous engagez des investissements qui sont des investissements pluriannuels, quel est votre coût du capital alors que vous ne connaissez absolument pas le niveau des taux d'intérêt tel qu'il sera dans 2-3 ans quelle est aussi la tendance de croissance? Quel sera votre pricing power, votre capacité à refacturer à vos consommateurs l'inflation si elle est amenée à perdurer? Et donc, est-ce qu'il y a des comportements attentistes de la part de certaines entreprises qui peuvent aussi considérer qu'il y a eu un emballement sur certaines matières premières avec une question de disponibilité à court terme de ces matières premières qui renchérit d'autant le projet d'investissement parce que les prix de vos matières premières ont flambé. Et je pense par exemple aux promoteurs immobiliers qui peuvent s'interroger sur certains programmes immobiliers aujourd'hui dans une configuration d'inflation très forte des coûts de la construction. Est-ce qu'il faut différer ces programmes ou est-ce qu'il faut quand même les mener parce qu'on est dans une spirale inflationniste qui perdure et l'opportunité, elle est présente et il y a toujours une demande qui est là qu'il faut adresser. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, il n'y a pas de règle absolue, il y a une tendance probablement de fond en faveur d'une certaine reshorisation, c'est-à-dire de chaînes de valeur qui soient un peu plus rapprochées, qui soient peut-être plus simples. Et il y a des forces structurellement plutôt inflationnistes alors qu'elles avaient été désinflationnistes, c'est-à-dire une mondialisation qui devient plus une régionalisation d'une part, et d'autre part, la prise en compte de critères environnementaux et sociaux qui ont un impact évident sur les coûts de production et donc le pricing, le prix que je vais pratiquer pour mes produits et services auprès de mes clients. On ne réfléchit plus uniquement à la recherche du meilleur coût dans l'absolu. Enfin, il y a d'autres dimensions qui entrent en compte aujourd'hui. Pour les entreprises qui s'expriment, là, alors Pernod Ricard a commencé à s'exprimer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retient de la vision stratégique de Pernod Ricard? Alors, on retient d'abord et avant tout, je pense qu'il y a une constance stratégique. C'est une entreprise qui a toujours eu à cœur de continuer à investir, à capturer le potentiel de croissance de ces marchés avec un algorithme de croissance qui fonctionne assez bien autour de marques phares, avec de nouvelles marques qui sont introduites, des marchés émergents qui contribuent de façon incrémentalement plus importante année après année et que Pernod Ricard adresse très bien avec des dépenses de soutien aux marques toujours constantes dans le temps pour permettre à ces marques de continuer d'être les marques privilégiées par les consommateurs lorsqu'ils ont envie de se faire plaisir, envie d'un moment de convivialité, puisque c'est un mot-clé de la journée investisseur qui se tient aujourd'hui. Et de façon générale, c'est un groupe qui vous indique que son ambition de croissance est plutôt relevée dans le haut de sa fourchette de 4 à 7%. Pour de la croissance structurelle moyen terme, c'est ça, c'est pas pour celle du trimestre. C'est une ambition, c'est pas une guidance, donc c'est une ambition à moyen terme de viser le 4 à 7%, sachant que il y a un effort de premiumisation de la gamme de Pernod Ricard. Il y a en plus aujourd'hui, en tout cas, un phénomène inflationniste un peu plus important, donc c'est assez logique qu'on évolue plutôt dans la borne haute de cette fourchette.
Ils insistent sur l'idée que, alors ils veulent franchir une étape numérique d'une certaine manière. Hein, ils en ont parlé au cours de ce Capital Market Day. C'est quoi l'enjeu des outils numériques pour un groupe comme Pernod Ricard? Comment est-ce qu'ils présentent la chose? L'enjeu des outils numériques, il est d'abord de comprendre les consommateurs. D'accord. C'est l'analyse de la donnée. Et surtout d'optimiser le retour sur investissement des campagnes publiques promotionnelles. De façon générale, c'est savoir sur quelle marque investir au mieux, savoir sur quel canal de distribution il faut privilégier pour atteindre le consommateur au mieux. Donc c'est l'efficience de la dépense et le retour sur investissement de la dépense. Ce que font très bien des groupes comme L'Oréal, par exemple, c'est ça, ou d'autres dans ce secteur premium. Tous les groupes de grande consommation ou de luxe, d'ailleurs, qui ont des résultats excellents, savent très bien leverager la donnée pour optimiser au mieux leurs dépenses publicitaires. Bon, il y a un côté tech quand même derrière ce savoir-faire de ces groupes de consommation discrétionnaire. Delphine, comment on investit là aujourd'hui? Quelles sont les décisions qu'on a envie de prendre? Sachant, je dis vous, mais globalement, tout le monde est prudent. Tout le monde a été prudent, au moins, plus ou moins en tout cas ces derniers mois. Oui, alors ce qui est quand même bien, côté positif dans ces marchés agités, c'est qu'il y a des opportunités. Donc, qui dit volatilité dit opportunité. Et clairement, il faut renforcer nos convictions, hein, donc les thématiques de long terme, que ça soit sur toute la partie transition énergétique, que ça soit donc toute l'énergie renouvelable, qui a été fortement impactée, qui va peut-être rester d'ailleurs impactée pendant un moment de temps. Exxon est au plus haut historique aujourd'hui. Hein. Pour vous donner le contrepoint de là où en est le marché, d'une certaine manière. Et puis, alors justement, par rapport à toute la partie pétrolière, majeure pétrolière, et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est de savoir dans quel environnement on est. Si on pense que l'inflation va durer, ce qui est globalement plutôt le cas, hein, ça va durer quand même encore quelques temps, une inflation élevée, donc largement supérieure à ce que anticipent les banques centrales. Ce qui est intéressant de voir, c'est si l'inflation, elle est plutôt en augmentation ou plutôt en diminution, mais sachant qu'elle est sur des niveaux élevés, on va dire au-dessus de 3%. Et en fonction de ça, si on a dépassé le pic d'inflation, c'est pas les mêmes investissements que si on est... Oui, donc, mais on sent bien que ça approche. Voilà, peut-être pas tout de suite, mais d'ici septembre, on peut l'espérer. Sur la zone euro, probablement. Et globalement, on n'est pas loin des pics d'inflation. Ouais. Donc, dans un environnement d'inflation élevé et qui en décroissance, clairement, le pétrole n'est pas forcément un bon investissement. Après, la sphère pétrolière, peut-être, mais c'était le passé. Et quand on regarde statistiquement, ça a été plutôt un bon investissement. Mais pour vous, c'est déjà joué. Mais c'est déjà joué largement. Et donc là, il faut vraiment voir le next step. Et je reboucle, et je finirai là-dessus. Je sais qu'on est un peu... on n'a pas beaucoup de temps. Si, on en a ce qu'il faut, mais allez-y, Delphine. Mais globalement, je reboucle quand même sur cette transition qui a, changement de paradigme, avec un monde qui était dominé par l'énergie pétrolière, et donc on appelle les pétrostates, les pétro-États, avec demain ce qu'on appelle des électro-États, même si le terme n'est pas forcément très très bien choisi, mais bon, électro-États, et qui on retrouve dans ces électro-États, et ça reboucle avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'énergie de demain pour les matières, la matière première pour les batteries, pour les cellules photovoltaïques, pour l'éolien, etc. Qui fournit ça aujourd'hui? La Chine. La Chine notamment. Pas que la Chine. Non, pas que la Chine. Il y a beaucoup d'autocratie. Non, oui. Beaucoup d'autocratie. Il n'y a pas tellement de démocratie. Il y a l'Australie dans les démocraties. Ouais. Donc, il faut jouer le futur. Ouais. Et le futur, c'est ça. Et ça, je pense que l'ensemble des économies en sont bien conscientes. Donc, comment on joue cette transition donc, encore une fois, et pour boucler là-dessus, dans cet environnement inflationniste, clairement, il faut investir dans les actions. Pas forcément jouer les choses qui ont vraiment bien marché, parce que, encore une fois, sur ce secteur-là, un peu plus loin que l'évidence essayer des de se pétroliers, projeter de demain et probablement, et je pense sur tous les secteurs,
il y a des opportunités. Et aujourd'hui, même pour reprendre sur la consommation discrétionnaire, qui a des performances terribles depuis le début de l'année, dans les pires secteurs, il y a probablement des investissements à faire, parce que, justement, comme l'économie va de nouveau repartir un peu en Chine, on peut imaginer que ça va repartir sur des valeurs qui ont été... Oui, c'est ça. Et puis ces groupes-là, généralement, n'ont pas de problème de fondamentaux. Il y avait un sujet de valorisation, peut-être, mais sur les résultats publiés, il n'y a pas d'erreur à ce stade pour ces grands groupes de consommation discrétionnaire. Comment on réfléchit là en termes de logique d'investissement ? Est-ce qu'il y a un nouveau régime de marché à attendre ? Prudence, c'est l'évidence. Prudence. L'incertitude est élevée et on n'est pas certain qu'on a atteint encore le pic du côté des taux d'intérêt, même s'il nous semble que les risques sont devenus plus symétriques. Il y a des risques de récession des profits en zone euro, même si les profits ont été extrêmement élevés dans la première partie de l'année. Donc plus que jamais, peut-être une petite préférence pour les actions américaines, mais surtout les valeurs qui sont solides, qu'on a des bilans sains ou des dettes peu élevées, des entreprises qui peuvent naviguer en environnement inflationniste, etc. Il y a sans doute aussi des opportunités pour se positionner sur des valeurs qui sont sensibles à la croissance chinoise, par exemple. Et il y aura probablement des opportunités aussi pour se repositionner sur certains pays émergents. Mais attention, il y a quand même de nombreux pays émergents qui vont souffrir toujours des effets macroéconomiques de la montée des prix de l'énergie et de l'alimentation. Donc, plus que jamais, la granularité s'impose dans le choix des pays ou des secteurs. Il y a probablement de la valorisation relative. Il ne faut pas attendre des visions, une évolution très directionnelle sur les marchés d'actions. Donc, on est davantage dans des idées de valorisation relative avec des opportunités dans certains secteurs, modulo une sélection accrue du côté des actions. Mais on continue de penser en effet qu'il y a de la valeur dans les actions, modulo cette sélection accrue. Dispersion, sélection. Dispersion, sélection, diversification. Diversification. Accroître la diversification, ne pas abandonner les actions et attention quand même à l'inflation et la montée des taux d'intérêt. On n'est pas forcément l'histoire n'est pas finie de cette histoire. Bon, on aura après-demain la publication de l'estimation d'inflation américaine, cette fois pour le mois de mai, avec l'idée peut-être qu'on est au pic de l'inflation, au moins aux États-Unis, pas loin. Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Didier Borowski, Amundi Institute, Benoît de Broissia, Montségur Finance et Delphine Di Pidio-Tigé, Indo-Suez Gestion.